Merci Madame la Présidente. Alors je tiens tout d'abord à renouveler les remerciements que j'ai formulés hier à l'ensemble des participants au sens large à ce colloque qui nous réunit durant ces 2 journées. Ce colloque, comme l'a rappelé Pierre hier, s'inscrivant dans le cadre d'un projet plus global que Pierre avait intitulé « L'Orléanais terre de juristes » et qui vise à réinterroger le rôle des figures orléanaises également au sens large associées à notre territoire. Et c'est d'autant plus un plaisir pour moi, je le renouvelle, de revenir à Orléans, là où j'ai été formé, où j'ai enseigné pendant 10 ans. Ces propos liminaires ne sauraient cependant masquer mon embarras relatif, je vous rassure immédiatement, à intervenir à propos des conclusions David sur l'arrêt Blanco. En effet, si on regarde la liste des intervenants à ce colloque et à cette partie du colloque en particulier, et qu'on essaie d'établir la légitimité de chacun à intervenir sur le sujet qui est le sien, l'exercice est plutôt aisé. C'est ainsi que l'intervention d'Antoine Claes rappelle, entre autres, son récent édito à la JDA critiquant une jurisprudence Pelletier à bout de souffle, celle de Pierre Serrand, notamment sa thèse sur l'acte de gouvernement, et celle de Frédéric Rollin, pour faire le lien avec mon sujet, ses récents travaux, notamment son étude à la Revue française de droit administratif, nous en apprendre plus sur le fait qu'elle, Agnès, s'appelait en réalité Ignatia. Ignatia Jeanne, pour être tout à fait exact. En revanche, en ce qui me concerne, l'exercice est un peu plus délicat, pour ne pas dire qu'il aboutit à une impasse. En réalité, je ne suis pas un pur administrativiste, mais mi-administrativiste, mi-constitutionnaliste. Qui plus est je suis un publiciste, qui plus est spécialisé en contentieux et pour ma face administrativiste en contentieux des actes réglementaires qui non seulement constituent une part, somme toute minime, du contentieux administratif, mais est pour l'essentiel étranger à l'affaire Blanco. Il me semble d'ailleurs, je n'ai pas fait de recherche précise sur ce point, mais que je ne me suis jamais référé, ni dans ma thèse, ni dans aucun de mes travaux complémentaires, ni à l'arrêt Blanco, ni aux conclusions David. Alors vous vous demanderez légitimement pourquoi moi. Je me contenterai de répondre que lorsqu'un sujet inhérent à l'identité scientifique d'un colloque, dont on ne peut pas se passer, sous peine de le voir critiqué, ne trouve pas preneur, un des organisateurs doit nécessairement se sacrifier. Pas forcément le plus légitime des organisateurs d'ailleurs. On va dire ça. À cette première difficulté, à ce défaut relatif de légitimité à intervenir, s'ajoute une autre difficulté majeure qui a été rappelée par Pascal Gonod à l'instant, c'est que ce sujet est sans doute plus que tout autre en droit administratif, celui qui illustre le mieux les célèbres mots de Jean de la Bruyère, introduisant la première subdivision de ses caractères, publiée en 1688, mots selon lesquels tout est dit et l'on vient trop tard. Alors d'ailleurs, en cette année 2023, la célébration du 150e anniversaire de l'arrêt Blanco par un ouvrage collectif publié aux éditions Dalloz, restitué le 8 février, donc le jour de l'anniversaire de l'arrêt au Conseil d'État en février dernier, n'a pas échappé à la critique de ce point de vue. C'est ainsi que dans une étude publiée à la JDA en mai 2023, une étude de Xavier Dupré de Boulois, qui était consacrée à un tout autre sujet, qui célébrait un autre anniversaire d'une autre décision, de l'arrêt Bitouzet, qui est bien connu des spécialistes de droit de l'urbanisme, arrêt Bitouzet dans lequel le Conseil d'État a déclaré le principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme compatible avec les stipulations de l'article 1er du protocole 1er de la Convention européenne des droits de l'homme. Et Xavier Dupré de Boulois intitulait son étude ainsi, je cite, « En déplorant cette heure où les doctrines du droit administratif célèbrent ad nauseam l'arrêt Blanco ». Et ayant pu croiser Xavier Dupré de Boulois il y a quelques semaines dans le cadre d'un autre projet que je mène, alors il m'a posé la question « Quels sont vos projets de recherche en ce moment ?» J'ai à peine osé lui répondre. Je co-organise un colloque sur Edmond David, à laquelle il m'a répondu avec une expression faciale qui reflétait bien l'esprit de ces mots introductifs dans son étude à la JDA. Alors face à ces deux difficultés majeures, deux chemins s'offraient en réalité à moi. Le premier, périlleux, consistait à vouloir être original à tout prix, à chercher et à trouver quelque chose d'intéressant, à défaut d'essentiel, que personne n'avait dit jusqu'alors sur l'arrêt Blanco ou les conclusions David.
Les mots écrits par Xavier Dupré de Boulois dans la JDA en mai 2023 ouvraient d'ailleurs une piste en ce sens, puisqu'il poursuivait son introduction, je cite « Nous connaîtrons bientôt la composition du petit déjeuner d'Edmond David ». Alors, ayant une tendance naturelle à tout prendre au premier degré et combiné à mon intérêt scientifique réel, ça m'a beaucoup intéressé durant ma thèse pour les théories réalistes du droit, dont certaines, notamment aux États-Unis, présentent la composition du petit déjeuner précédant la prise de décision du juge comme un facteur d'influence sur cette dernière, quoique de manière assez exagérée pour certaines. La première pensée qui m'est venue, c'est que là peut-être était le chemin de l'originalité, mais pour des raisons évidentes que je ne... Alors je dois avouer avoir commencé des recherches bibliographiques sommaires sur les petits déjeuners à Paris dans la seconde moitié du XIXe siècle, mais pour des raisons évidentes que je ne développerai pas, je n'ai pas poursuivi l'entreprise et fini par me résoudre avec Fabrice Melleret qu'il n'y a rien, probablement rien à dire de nouveau sur l'arrêt Blanco et les conclusions David. J'ai donc choisi d'emprunter un second chemin, plus sûr, consistant en une analyse classique, sans doute dépourvue de portée novatrice, si ce n'est peut-être l'angle d'attaque, centré sur les conclusions en tant que telles, afin de poser deux questions assez simples. Qu'est-ce que les conclusions David sur l'arrêt Blanco révèlent de l'arrêt Blanco? Qu'est-ce que les conclusions David sur l'arrêt Blanco révèlent d'Edmond David? Alors je le ferai à travers un exercice un peu particulier, une forme de commentaire de conclusion. Alors j'ai lu, je me suis imprégné des conclusions David, je les ai décortiquées, analysées du point de vue argumentatif, et je vous les présenterai en suivant ce raisonnement que j'ai découpé en trois temps. Je rappellerai à titre liminaire les faits de l'affaire, évidemment, la procédure et le problème de droit en tant que tel, mais aussi la manière dont David les envisage dans ses conclusions, ce qui n'est pas inintéressant, notamment sur la question du problème de droit. Alors les faits, ils sont connus, mais dans les conclusions David, ils sont expédiés en 5 lignes, 60 mots, pour être tout à fait exact. Je cite. Le fait qui a donné lieu à ce conflit est aussi simple qu'il est triste. Une enfant de 5 ans, Agnès Blanco, a été renversée et grièvement blessée par un wagonnet chargé de tabac que conduisaient 4 ouvriers de la manufacture des tabacs à bac allant à Bordeaux, à travers la rue qui sépare le magasin du hangar de cet établissement. Alors, ce sont des conclusions pour le moins abstraites et désincarnées du point de vue factuel. Alors, si on les compare à l'arrêt, même l'arrêt, qui n'est pourtant pas un modèle de didactisme particulier, est plus précis sur certains points factuels, je ne rentre pas dans le détail. Alors on pourrait penser que telle est la loi du genre pour les conclusions de l'époque. Alors je me suis amusé à comparer, notamment avec les conclusions qui vont être présentées ce matin, la part de la dimension factuelle dans les conclusions Pelletier, dans les conclusions Prince-Napoléon. J'ai l'impression que pour se limiter aux conclusions Pelletier, les faits occupent une part minime, mais sans doute plus importante que celle qu'il occupe dans les conclusions David sur l'arrêt Blanco. D'où l'importance de l'exploitation du travail des archives et les travaux récents, notamment de Mathieu Touzeille-Divina, Frédéric Rollin et Caroline Lantéro, ont permis justement de réincarner l'affaire Blanco au-delà de la désincarnation de la décision et de ses conclusions. Sur la procédure, elle est exposée de manière classique et elle est connue, je ne m'étends pas sur le sujet, une procédure qui se décline en 5 éléments. Janvier 1872, l'action intentée par Juan Blanco, tendant à la condamnation devant le tribunal civil de Bordeaux, à la condamnation solidaire de l'État et des 4 ouvriers responsables sur les fondements des dispositions du Code civil. Deuxième élément, le déclinatoire de compétences du préfet de la Gironde contestant la compétence du tribunal sur ces 2 points. Troisième élément, le jugement du tribunal civil de Bordeaux de juillet 1872 rejetant le déclinatoire de compétences. L'arrêté de conflit revendiquant la compétence de l'autorité administrative uniquement en tant que l'action est dirigée contre l'État. Et enfin, cinquième et dernier élément, le second jugement du tribunal civil de Bordeaux sursoyant à statuer dans l'attente de la décision du tribunal des conflits nouvellement réinstitué sur ce point. Sur le problème de droit, c'est un peu plus intéressant parce qu'on a tendance à résumer le problème de droit posé dans l'affaire Blanco à une question assez générale de quelle est l'autorité compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l'État. Et David, dans ses conclusions, vient tout de suite préciser la chose sur 2 points. Il fait une double distinction. D'une part, il distingue les actions en responsabilité selon qu'elles sont fondées d'un côté sur l'exécution ou l'omission de certaines mesures administratives et d'un autre côté sur les fautes ou négligences personnelles des agents. Et il vient nous dire la chose suivante, que dans le premier cas, la jurisprudence a selon lui tranché la question depuis la monarchie de Juillet. Il cite un arrêt de Rotrou de 1840 comme faisant autorité sur ce point, ce qui peut être discuté d'ailleurs, la publication de l'arrêt au Siret critiquant ouvertement la décision en question.
Donc c'est sur le second point que se pose la question, et David effectue une autre distinction. Il vient dire qu'il faut examiner si l'action en responsabilité nécessite de la part du juge d'interpréter ou d'examiner un acte, notamment un règlement administratif, qui se serait prononcé sur la question, qui aurait réglé la question de la responsabilité vis-à-vis des tiers. Et là aussi, si cet exercice implique de la part du juge l'appréciation ou l'examen de la légalité d'un règlement administratif, la question est selon lui réglée. Elle a été réglée par le premier tribunal des conflits dans 3 arrêts qui sont souvent associés à l'arrêt Blanco, les arrêts du premier tribunal des conflits de 1850-1851, Manoury, Kallio et Le Tellier. Donc en réalité, pour David, le problème de droit posé dans l'affaire Blanco est moins le problème de droit assez généralement formulé, qui est d'ailleurs repris par les grands arrêts encore toujours aujourd'hui, de l'autorité compétente pour connaître de la responsabilité de l'État, mais celui plus précis de l'autorité compétente pour connaître des actions en responsabilité du fait des agents, en dehors de tout règlement administratif et en dehors de tout texte spécial, en attribuant compétence à l'autorité judiciaire. Alors, je voulais faire cette précision parce que ça occupe quantitativement une part assez substantielle du début des conclusions David. Alors ensuite, sur le raisonnement, on peut subdiviser le raisonnement de David en 3 points. Premier point, l'abandon de la règle de l'état débiteur comme fondement, de la règle de la compétence administrative. Deuxième point, la réitération, j'insiste sur ce point, du principe de la séparation des pouvoirs, ce qui a expliqué le sous-titre de mon intitulé, comme fondement exclusif de la règle de la compétence administrative, et un troisième point où David vient rejeter en bloc la compétence de l'autorité, les éventuels arguments en faveur de la compétence de l'autorité judiciaire pour maintenir une règle de la compétence administrative inflexible, ainsi qu'il la qualifie. Alors, premier point, l'abandon de la règle de l'état débiteur comme fondement de la règle de la compétence administrative. J'emploie à dessein les termes de règle et de principe parce que ce sont les thèmes employés par David dans ses conclusions. Alors, la règle de l'état débiteur, elle signifie de manière assez générale que lorsqu'une demande tend à la condamnation de l'État au paiement d'une somme d'argent, eh bien, cette demande doit relever de la compétence de l'autorité administrative. Alors, cette règle, elle est fondée en jurisprudence sur une législation fournie, notamment sur le décret-loi du 26 septembre 1793. Elle a émergé en jurisprudence sous la monarchie de Juillet, mais elle a été immédiatement sujette à la critique, notamment parce qu'elle constituerait une interprétation dévoyée, voire erronée, des textes révolutionnaires sur lesquels elle est censée se fonder, qui n'aurait vocation notamment qu'à s'appliquer qu'à la liquidation des créances arriérées. Finalement, la jurisprudence du Conseil d'État impérial en aurait fait une interprétation dénaturée. Pour cette raison, cette règle de l'état débiteur, elle a été ignorée par la Cour de cassation, qui affirmait la thèse qui était la sienne, puisque cette affaire Blanco met aussi fin à un conflit de près d'une trentaine d'années, l'applicabilité de l'article 1384 du Code civil aux actions en responsabilité dirigées contre l'État. Elle a été ignorée par le premier tribunal des conflits dans les arrêts que je citais à l'instant et par le Conseil d'État impérial au tout début du Second Empire, qui se retranchait derrière une autre théorie, la théorie de l'acte administratif, pour justifier la compétence administrative. Alors, il y aura un point de césure dans la jurisprudence du Conseil d'État impérial. C'est un arrêt qui est souvent associé aussi à l'arrêt Blanco, peut-être même dès les enseignements de la deuxième année, c'est l'arrêt Rothschild, les arrêts Rothschild et Gloxin d'ailleurs, du 6 décembre 1855, dans lequel le Conseil d'État, sans changer fondamentalement sa jurisprudence, va avoir une affirmation forte dans l'affaire Rothschild. Il va affirmer la chose suivante, que la règle de l'état débiteur est devenue l'une des bases de notre droit public et la règle générale de compétence pour connaître des instances introduites contre l'État, puissance publique. Donc cette jurisprudence Rothschild, elle sera réitérée tout au long du Second Empire, dans des arrêts qui sont peut-être un peu moins connus, Carcassonne, Vincent, et jusqu'en 1870. Alors, dans ses conclusions, David critique l'application de cette règle de l'état débiteur pour 2 motifs. Un motif que j'évoquais il y a quelques instants, qui tient à ce que l'application de cette règle serait une interprétation dévoyée, voire erronée des textes sur lesquels elle est supposée se fonder. Et aussi, autre motif essentiel pour David, appliqué à l'État puissance publique, et c'est là où David, dans ses conclusions, fait une première distinction, et j'y reviendrai sur l'État personne civile et l'État puissance publique. David vient expliquer que, appliquée à l'État puissance publique, l'application de la règle de l'état débiteur est en réalité surabondante et qu'elle ne constitue qu'une application particulière de l'incompétence de l'autorité judiciaire pour connaître des affaires administratives. Donc la règle est surabondante, donc il convient de l'abandonner.
Si on compare cette partie du raisonnement à l'arrêt Blanco, est-ce que l'arrêt Blanco abandonne la règle de l'état débiteur? Alors il n'y a pas de réitération de la considération de principe de l'arrêt Rothschild, il n'y a pas les textes censés fonder la théorie de l'état débiteur en jurisprudence ne sont pas visés par l'arrêt du tribunal des conflits, et la jurisprudence ultérieure, alors on trouve quelques retours de la règle de l'état débiteur en jurisprudence, mais elle est globalement abandonnée par la suite. Alors il y a un arrêt particulier qui est rendu par le Conseil d'État en 1882, qui est l'arrêt de Divonne et Durour, qui mentionne à nouveau la règle de l'état débiteur, mais en tant qu'application particulière du principe de la séparation des pouvoirs. Donc dans un sens finalement conforme aux conclusions David sur ce point. En doctrine, il y a eu quelques résistances, même après l'arrêt Blanco, Ducrot, Basile ou Achille Mestre, par exemple, ont pu soutenir que la règle de l'état débiteur conservait une certaine forme d'intérêt malgré la jurisprudence Blanco. Alors, second point, qui est sans doute le point essentiel des conclusions David, la réitération du principe de séparation des pouvoirs comme fondement exclusif de la règle de la compétence administrative. Alors, encore une fois, cette affaire qui est tranchée ici était censée mettre fin à un conflit de 30 ans entre la doctrine du Conseil d'État et celle de la Cour de cassation. Doctrine de la Cour de cassation qui affirmait, donc, comme je le disais à l'instant, l'applicabilité de l'article 1384 du Code civil à l'État. Doctrine du Conseil d'État qui réfutait cette applicabilité et qui fondait justement la règle de la compétence administrative sur la règle de l'état débiteur et sur le principe de séparation des pouvoirs. Donc naturellement, après avoir abattu la règle de l'état débiteur comme fondement possible de la règle de la compétence administrative, Edmond David ne pouvait que se retrancher derrière le principe de séparation des pouvoirs, ce qui fait l'objet de la deuxième partie de ses conclusions. Et sur ce point, David va se livrer à une interprétation par pénétration dans l'esprit de la constituante en faisant remonter les origines de la justice administrative à 1790 et non à l'an 8. Alors c'est fondamental dans le raisonnement de David. Selon lui, le moment 1790 est créateur de la justice administrative, le moment 1799 n'étant simplement que réorganisateur. Et donc c'est fondamental dans l'argumentation de David parce que c'est ça qui va lui permettre de donner une portée maximale et la plus générale possible à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790. Alors David se fonde sur plusieurs textes, l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, la loi des 6 et 11 septembre 1790 attribuant compétence au directoire de district et de département dans certains contentieux, les contributions directes et les travaux publics, comme ayant reconnu le principe d'une justice administrative, et également la loi des 16 et 14 octobre 1790, posant la règle de la hiérarchie administrative. Donc selon David, la justice administrative est sortie telle qu'elle, avec un domaine propre, parallèle à celui de l'autorité judiciaire, dans ces lignes essentielles de l'œuvre de la Constituante. Donc c'est vraiment fondamental dans les conclusions de David, ce caractère créateur du moment 1790. Parce que cela va permettre à David de donner, je le disais à l'instant, une portée maximale à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, qui selon lui ne signifie pas simplement que les juges doivent s'abstenir de procéder par voie de disposition générale et réglementaire, d'annuler, de réformer ou de critiquer la légalité d'un acte administratif, mais que les juges sont radicalement incompétents pour connaître de toute demande dirigée contre l'État, notamment lors d'actions en responsabilité à l'occasion des services publics. Alors là aussi, si on s'essaye à mesurer la portée de ce raisonnement de David à travers la lecture de la décision Blanco. Est-ce que la décision Blanco réceptionne les conclusions de David sur ce point? Pas formellement. Il y a eu d'autres arrêts dans la jurisprudence du Conseil d'État impérial que David cite dans ses conclusions, qui ont été plus explicites sur ce lien conséquentiel qu'il existerait entre le principe de séparation des pouvoirs et la règle de la compétence administrative et la dualité de juridiction. L'arrêt qui est souvent mobilisé sur ce point, c'est l'arrêt de Keister de 1861, dans lequel le Conseil d'État ne fait pas référence, sous le Second Empire, à la règle de l'état débiteur, mais établit ce lien entre un principe constitutionnel, séparation des pouvoirs, et la compétence de la juridiction administrative. Arrêt de Keister qui sera réitéré à 2 reprises sous le Second Empire et sous la commission provisoire dans des arrêts conflits de la Seine. Alors je vous parlais hier d'un arrêt qui concernait l'envoi d'un colis postal de Gien à Lyon. L'affaire m'a fait sourire, qui ne sont que des réitérations sur le plan de la considération de l'arrêt de Keister.
Et en réalité, ce qu'on perçoit à travers cette partie du raisonnement de David, c'est l'influence de Boulatinier. Boulatinier, qui est qualifié par David dans ses conclusions de maître éminent de la science administrative, et qui était le rapporteur dans l'affaire de Keister, et David se fonde également sur son rapport sur les conseils de préfecture de 1850 pour finalement transposer ces idées et les mettre en œuvre dans ses conclusions sur l'affaire Blanco. Alors, je ne fais pas le lien ultérieur, mais ce principe de séparation des pouvoirs, il sera à nouveau mobilisé, notamment dans la doctrine, enfin, dans les conclusions de commissaires du gouvernement, les conclusions Romieux sous l'affaire Terrier, les conclusions Tessier, j'y reviendrai tout à l'heure, sous l'affaire Feutry, mais dans un sens un peu plus extensif. On pourrait aller plus loin encore dans la comparaison, mais je ne le ferai pas, évidemment, séparation des pouvoirs et compétences de l'autorité administrative. Alors, il y a beaucoup d'étudiants dans la salle. Ça rappelle une décision plus récente, pas du Conseil d'État, mais du Conseil constitutionnel, la décision Conseil de la concurrence de 1987, dans lequel le Conseil a constitutionnalisé un noyau dur de compétences administratives sous la forme d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République, mais en se fondant sur la conception française de la séparation des pouvoirs, mais qui est sans doute une conception plus stricte que celle exposée par David dans ses conclusions. Troisième et dernier point, dans ses conclusions, alors la dernière partie des conclusions de David est celle qui est sans doute la plus délicate à décortiquer, dans la mesure où on sent bien que David va déconstruire la doctrine de la jurisprudence de la Cour de cassation de la monarchie de Juillet et du Second Empire, qui affirmait l'applicabilité de l'article 1384 du Code civil à l'État. Ça aurait peut-être pu intervenir avant dans son raisonnement, mais on sent bien que dans les conclusions de David, ce qui ressort, c'est l'autorité. Et c'est d'ailleurs la manière dont Romieux qualifiera les conclusions de David dans les conclusions Terrier, les conclusions autoritaires. Et justement, s'agissant de cette dernière partie, l'argument selon lequel l'article 1384 du Code civil serait applicable à l'État, alors David va le déconstruire en expliquant que l'objet du Code civil, du Code Napoléon, est de régir les rapports de particulier à particulier, qu'il faut distinguer, il y revient, l'État personne civile de l'État puissance publique, j'aurai l'occasion d'y revenir, et que finalement, pour l'État puissance publique, c'est la reconnaissance de l'autonomie du droit de la responsabilité administrative qui ne peut pas être régie par les principes qui sont contenus dans le Code civil. Là encore, cette réitération, enfin cette affirmation n'a rien de nouveau. On en trouve déjà trace sous le Second Empire, dès l'arrêt Rothschild que je mentionnais il y a quelques instants. Alors, cela, David va s'en servir pour affirmer le triptyque qu'on va retrouver dans les considérants de la décision Blanco, le triptyque bien connu, cette responsabilité n'est ni générale ni absolue, qu'elle a ses règles spéciales qui varient selon les besoins du service, et la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés. Alors, là aussi, on trouve trace de ces éléments, et je renvoie à la contribution de Tiphaine Le Yoncourt dans l'ouvrage célébrant le 150e anniversaire de l'arrêt Blanco, qui s'était intéressé à reconstruire la généalogie des considérations de la décision Blanco. L'idée selon laquelle la responsabilité de l'État n'est ni générale ni absolue, on la retrouve dès l'arrêt Rothschild également. Même chose pour la variabilité des règles en fonction des nécessités du service. La spécialité des règles à proprement parler, on la retrouve dans un arrêt que j'ai découvert à l'occasion de la préparation de cette communication, qui est l'arrêt Baudry de 1861, et j'ai pu constater, je lui en parlais tout à l'heure, en consultant l'ouvrage de décision du droit administratif de Pierre Serran, que Pierre Serran met sur le même plan en présentant l'arrêt Blanco et l'arrêt Baudry dans un commentaire, enfin dans le cadre d'un commentaire commun. Effectivement, il y a une gémellité assez saisissante entre l'affaire Baudry et l'affaire Blanco. L'affaire Baudry étant également la première affaire dans laquelle le Conseil d'État parle de responsabilité qui peut incomber à l'État par le fait des personnes qui l'emploient dans le service public. Alors, après avoir affirmé et démontré l'inapplicabilité des dispositions du Code civil à l'État, David va conclure ses conclusions en évoquant certaines circonstances qui, dans l'affaire Blanco, pouvaient pourtant aller dans le sens de l'admission de la compétence de l'autorité judiciaire. Deux circonstances, la nature de l'activité, la grande ressemblance de l'activité avec celle d'une industrie privée, pour reprendre les mots de David lui-même, et la qualité des agents.
la qualité des agents impliqués dans l'affaire Blanco, des agents qui n'étaient que de simples ouvriers, en dehors de la hiérarchie administrative. Mais là encore, et on voit cette volonté à chaque fois de convaincre et d'affirmer avec autorité la compétence de l'autorité administrative, c'est que David va rejeter ces deux arguments pour des motifs assez différents. Et c'est ce qui est intéressant. Évidemment, quand on parle des conclusions David, il y a une tendance qu'on retrouve dans certains manuels, notamment de deuxième année, de dire bon, l'arrêt Blanco dit service public, les conclusions David insistent davantage sur la puissance publique. Ce qui est vrai, mais après une analyse détaillée de l'argumentaire utilisé dans les conclusions David, je me suis rendu compte qu'en réalité, David mêlait et confondait même assez largement service public, puissance publique et gestion publique. Je vous en citerai un extrait qui intervient à la fin et qui est assez représentatif de cette tendance à mon sens, sur ce que je disais à l'instant. Le service d'État a quelques ressemblances que son exploitation puisse offrir avec l'industrie privée, n'en est pas moins un service public, comme tous les autres services dont l'ensemble constitue notre système financier. Or, tous ces services sont des branches de l'administration. L'État, dans leur gestion, agit toujours comme puissance publique. Donc en réalité, l'analyse des simples conclusions David montre une confusion entre service public, qui n'est pas une notion véritablement définie dans les conclusions David, service public et service administratif d'ailleurs, puissance publique sur laquelle il s'attarde plus, puisqu'il s'en sert d'éléments de distinction, l'État puissance publique, l'État personne civile, et la gestion. Alors, est-ce qu'on retrouve cette affirmation dans l'arrêt Blanco? Évidemment, l'arrêt Blanco est conforme aux conclusions David sur ce point, exception faite de cette nuance de vocabulaire. On retrouve le caractère non général et non absolu de la responsabilité de l'État, la spécialité des règles et la variabilité des règles en fonction des nécessités du service. La conciliation entre les droits de l'État et les droits de privé étant une innovation en tant que telle avec l'arrêt Blanco, et on la retrouve dans les conclusions David. Alors pour conclure, pour répondre et esquisser une réponse aux deux questions que j'ai posées à titre introductif, qu'est-ce que les conclusions David sur l'arrêt Blanco nous apprennent de l'arrêt Blanco? Alors, la présidente Gonod, son introduction nous a invités à ne pas surévaluer l'importance des conclusions d'un commissaire du gouvernement dans l'interprétation d'un arrêt. Alors, ce qui m'a semblé intéressant en travaillant sur ce sujet, c'est que le prisme des conclusions m'a semblé intéressant dans la mesure où il s'agit de conclusions qui sont suivies ici et d'un arrêt qui est extrêmement bref quant à sa motivation. Alors, c'est d'autant plus intéressant de s'intéresser aux conclusions lorsqu'elles sont conformes, conclusions contraires n'étant autre qu'une opinion dissidente. C'est comme ça qu'elles ont été qualifiées dans l'arrêt Cress par la Cour européenne des droits de l'homme. Et le laconisme, évident de l'arrêt fait que finalement, est-ce que ces conclusions David ne constituent pas la clé d'interprétation de la décision Blanco? Alors évidemment, il faut relier tout ça avec la suite doctrinale et jurisprudentielle qui a été la sienne, et notamment il y a eu une lecture David, comme l'avait montré Fabrice Melleret il y a quelques temps, une lecture David, et s'en suivront d'autres lectures de la décision Blanco, et on sait que cette décision Blanco a été réexhumée 30 ans plus tard par Georges Tessier notamment, dans son ouvrage sur la responsabilité et dans ses conclusions sur l'affaire Feutry, et que l'école du service public se servira de cette mention faite dans la décision Blanco, service public, pour construire une partie de sa doctrine. La question inverse, qu'est-ce que les conclusions Blanco nous révèlent d'Edmond David, puisque c'est le sujet du colloque qui nous réunit, et le titre de la table ronde de ce matin est consacré à la contribution d'Edmond David au droit administratif. Alors, je ne suis pas réellement convaincu de l'apport réel de David. Ces conclusions, je crois que le mot de mieux, je l'ai trouvé assez juste. Conclusion autoritaire, il y a une volonté de persuader, plus peut-être que de convaincre, de la compétence de l'autorité administrative, dans le contexte qui était celui du tribunal des conflits, du second tribunal des conflits naissant en 1873, l'argumentation étant critiquable sur plusieurs points qui ont été déjà évoqués par la doctrine, alors notamment l'interprétation des lois sur la séparation des pouvoirs, que David, qui ne posait qu'un principe d'exclusion en réalité,
et qui ont été métamorphosées, pour reprendre l'expression de Grégoire Bigot, en loi de dévolution du contentieux administratif, alors qu'elle ne l'impliquait aucunement. Je crois que Marc Bouvet a employé cette expression hier, gardien de la jurisprudence du Conseil d'État. Je crois que je maintiendrai le terme, qui va aussi avec celui de conservateur, pas sur le plan politique. On l'a compris hier qu'il y avait peut-être une certaine discussion à avoir sur ce point, mais sur le plan de la jurisprudence, je crois que David mérite, à la lecture des seules conclusions Blanco, ce qualificatif. Je vous remercie.